Alors si on s'intéresse maintenant à la diffraction de la lumière par deux fentes, chacune de largeur L, et distantes l'une de l'autre d'une valeur A. Comme on vient de le voir dans la vidéo précédente, quand la lumière arrive à travers chacune des deux ouvertures, elle subit de la diffraction et on se retrouve avec un schéma classique de diffraction, un spot central de haute intensité et des lobes latéraux entrecoupés par des extinctions de diffraction. Si les deux fentes sont distantes de quelques centimètres, alors les deux figures de diffraction sont côte à côte, l'une par rapport à l'autre. Il y a juste un petit endroit où elles s'ajoutent l'une à l'autre. Si on rapproche les deux ouvertures, alors en rapprochant les deux ouvertures, on a de nouveau le même phénomène et on voit que les deux spots de diffraction se rapprochent l'un de l'autre. Si on prend des ouvertures encore un peu plus rapprochées, les deux spots sont encore un peu plus proches. Et si on est dans des conditions réelles d'expérience interférence, alors les deux ouvertures sont vraiment très très petites, de l'ordre d'une fraction de millimètre, et vraiment très proches l'une de l'autre. Et du coup, les deux spots de diffraction sont tellement proches l'un de l'autre, rappelez-vous qu'ici on a une distance de plusieurs mètres, les deux spots de diffraction sont tellement proches l'un de l'autre qu'en réalité, on se retrouve avec une seule figure de diffraction et on retrouve un seul spot central et des lobes latéraux. Les deux figures de diffraction sont quasiment superposées l'une à l'autre. Toutefois, ce n'est pas le seul phénomène, évidemment, puisque la lumière subit une diffraction à travers chacune des deux ouvertures et que, dans le dernier cas de figure, les deux ouvertures sont tellement proches l'une de l'autre, les deux ondes se rencontrent et interfèrent donc, puisqu'elles se superposent. En certains points de la figure, on obtiendra des interférences destructives, puisque les deux ondes y arrivent en opposition de phase. Elles donnent alors naissance à ce que l'on appelle une ligne de repos, et donc l'intensité y est nulle. Tandis qu'à d'autres endroits, les deux ondes arrivent en concordance de phase et subissent une interférence constructive en donnant naissance à une ligne de tempête avec une intensité vraiment très forte. Ici, l'intensité est maximale. Entre une ligne de tempête, donc une frange brillante, et une ligne de repos, donc une frange sombre, l'intensité lumineuse est décroissante et on a donc une figure très caractéristique avec des franges d'interférence qui apparaît à l'écran. Alors, on a les deux phénomènes qui sont donc superposés. On a d'une part, quand on observe la figure ici, la courbe de diffraction bleue. Cette courbe est donc due à chacune des diffractions à travers chacune des deux fentes, et c'est en réalité deux courbes de diffraction superposées l'une à l'autre. Et puis on a existence d'interférences lumineuses qui donnent des franges sombres et lumineuses, en alternance très régulière, la distance entre deux franges de même nom étant une interfrange. Bien évidemment, comme la diffraction tue la lumière à certains endroits, toute cette partie du spectre d'interférence ne peut pas exister puisqu'on réalise les interférences avec de la lumière qui diffracte à travers deux fentes. Et donc, le résultat final, c'est cette courbe rouge sur laquelle on a à la fois l'allure dans l'enveloppe extérieure de la diffraction à travers une fente et à l'intérieur, on retrouve les franges sombres et lumineuses en alternance régulière. Remarquez que dans ce cas de figure, la frange d'interférence d'ordre 3 est absente puisqu'elle est tuée par le phénomène de diffraction. Elle tombe exactement au même endroit que le minimum de diffraction de premier ordre. En fonction des cas de figure, des longueurs d'onde, de la taille des fentes et de l'écartement entre les fentes, eh bien, ces conditions-ci diffèrent un petit peu. Vous le verrez dans les exercices. Alors, étant donné qu'on a la diffraction, avec les endroits atteints par la courbe bleue, on peut toujours utiliser cette relation-ci avec le sinus qui pointe vers les extinctions de lumière, c'est-à-dire ici pour le premier ordre. On peut toujours utiliser la formule des interférences qui dit que l'interfrange, donc la distance soit entre deux repos, soit entre deux tempêtes consécutives, qui est la même distance, et l'interfrange elle est donnée par lambda d sur a, d étant la distance entre l'écran et les fentes, et a étant la distance entre les deux fentes, elle étant bien sûr la largeur de chacune des deux fentes. Et puis on peut toujours utiliser la trigonométrie, bien sûr. Si on prend l'angle θ1, on peut utiliser la relation de trigonométrie dans le premier triangle rectangle comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Si on prend un exemple, cette figure a été réalisée au laboratoire avec une lumière verte de longueur d'onde 532 nanomètres et à une distance de 7 mètres par rapport à l'écran. J'ai repris les deux schémas ici puisque les deux phénomènes existent et donc puisque ce phénomène existe, on pourra utiliser la relation sinus
θ1 égale 1 fois lambda sur L. On connaît lambda, qui vaut 532 nanomètres. Par contre, on ne connaît pas encore L, donc je suis obligé de le laisser comme inconnu et je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Je peux également utiliser tangente θ1 égale x1 sur d, et je connais d qui vaut 7 mètres. Par contre, x1, je peux trouver cette information-là, puisque je sais que le lobe central a une largeur qui vaut 2x1. Il suffit en réalité de mesurer la distance ici sur l'écran entre les deux extinctions de premier ordre, c'est-à-dire grâce à l'échelle de mesurer la largeur du spot central de diffraction, et on obtient 9,2 cm, autrement dit 2 fois x1 est égal à 9,2 cm, et donc bien évidemment x1 vaut 4,6 cm. Donc centimètre ici, et x1 vaut 4,6 centièmes de mètre. Ce qui nous permet de trouver la valeur de tangente θ1 qui est de 6,6 fois 10 exposant moins 3. Puisque j'ai la valeur de tangente θ1 et que les angles sont petits, j'ai aussi la valeur de sinus θ1, et donc j'en déduis que 6,6 fois 10 exposant moins 3 est égal à 532 nano, divisé par L. Au final, la largeur de chacune des deux fentes vaut 8,1 fois 10 exposant moins 5 mètres, c'est-à-dire 81 micromètres ou microns. Ça, ce sont donc les informations qu'on peut tirer de l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire de la courbe de diffraction. Si on s'intéresse maintenant aux interférences, on reconnaît les franges d'interférence ici à l'intérieur du lobe central. Ce sont donc les lignes de tempête et les lignes de repos qui se cadencent à une allure très régulière. Si on mesure une distance ici à l'intérieur du lobe central, cette distance en violet correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 interfranges. Et on en tire comme information, en mesurant avec l'échelle, que 8 interfranges sont réparties sur 6,6 cm, et donc l'interfrange moyenne vaut 0,83 cm, donc centième de mètre. Puisque ce sont des interférences, on peut utiliser la relation I égale lambda D sur A. On a mesuré expérimentalement la valeur de l'interfrange, on connaît la longueur d'onde, on sait qu'on travaille à 7 mètres de l'objet diffractant, et donc on peut trouver la distance entre les deux fentes à C lambda D sur I. En remplaçant chacune des valeurs, on trouve au final A égale 4,5 fois 10 exposant moins 4 mètres, c'est-à-dire 0,45 mm. Et donc dans cette expérience-ci, en réalité, millimètre, eh bien décidément, voilà, millimètre, on va le laisser comme ça. Dans cette expérience, l'objet diffractant, c'était en réalité non pas deux ouvertures, mais deux objets diffractants tout de même, c'était deux cheveux tendus l'un à côté de l'autre, et donc on peut en déduire que chacun des deux cheveux avait une épaisseur de 80 microns, et que les deux cheveux étaient situés à 0,45 mm l'un de l'autre.